Merci beaucoup. Donc oui, les enfants ont souffert et continuent à souffrir des crises, mais déjà bien avant, ils souffraient de l'école. Et évidemment, ces crises se sont manifestées à l'école également et ont eu une répercussion qui fait que finalement beaucoup d'enfants ont davantage souffert, beaucoup de parents ont réalisé à quel point leurs enfants souffraient. Donc finalement, ces crises ont été plutôt révélatrices et des décisions et on le verra tout à l'heure, de retirer les enfants de l'école ont été prises de plus en plus nombreuses et on verra ce qu'il en est et ce qu'on peut en faire. Alors, avant le Covid, on avait déjà un enseignement qui était en péril. D'abord parce que nous avions une perte de sens. On avait l'impression que beaucoup d'enfants qui venaient en consultation me disaient « mais bon, je vois pas vraiment à quoi ça va me servir d'apprendre ces choses ». On avait, et on a toujours d'ailleurs, une certaine compétition pour les points, un individualisme dans les écoles, c'est à celui qui va être le meilleur. Il y a un burn-out des enseignants avec beaucoup d'absentéisme. Le stress social environnant, c'est-à-dire le principe de concurrence, le marasme économique qui ne fait qu'augmenter. D'ailleurs, on le voit avec les agriculteurs. Et ce n'est pas fini. Bon, avant ça, il y avait les gilets jaunes qui tiraient la sonnette d'alarme. La crise de l'emploi, idem. C'est-à-dire que auparavant, au sortir des humanités, c'était pas trop une question de savoir si on allait pouvoir trouver de l'emploi. Maintenant, pour beaucoup de professions, y compris des gens qui sont qualifiés, ont du mal d'en trouver. Des changements fréquents de programmes éducatifs. Bon, on est passé à des programmes épiques, hein, comme par exemple les cours de rien. C'était assez amusant. Mais voilà, actuellement, c'est remplacé par autre chose. On préférerait qu'on remette les cours de rien. Des programmes éducatifs, politiques et la bureaucratie qui est hors sol font que de plus en plus, aussi bien les enseignants que les enfants ont le sentiment de ne pas être compris, de ne pas être entendus. Et ça aussi, ça crée énormément de burn-out. Des niveaux de plus en plus bas. Il y a un livre que j'aime bien qui s'appelle « La fabrique du crétin ». C'est un livre qui illustre bien comment, de plus en plus, pas seulement en Belgique, hein, un peu partout en Europe, les niveaux scolaires et le niveau culturel et le niveau d'apprentissage des enfants qui sortent des écoles en Belgique est de plus en plus bas. Un formatage. On a l'impression que l'enfant et l'adolescent ne peut faire et dire et penser que ce que le professeur et le programme, encore derrière le professeur, lui permettent de dire. Et finalement, peu d'esprit critique. Quand l'esprit critique apparaît, il est sanctionné assez régulièrement. Le sentiment donc d'un autoritarisme, de manque de liberté. Certains enfants m'ont dit, j'ai l'impression, quand je vais à l'école, d'être en prison. Alors évidemment, ceux que je vois sont pas les enfants qui vont bien. Donc peut-être qu'il y en a d'autres qui disent autrement, mais bon, je l'entends de plus en plus fréquemment en tout cas. Et l'école est le sujet, le lieu de beaucoup de violence et de harcèlement. Ça, je pense que, d'ailleurs, maintenant, au niveau de la police, il y a de plus en plus de gens qui s'en rendent compte. Il y a des cellules anti-harcèlement qui donnent parfois des explications aux enfants sur comment se servir de l'Internet correctement, etc. Alors, auparavant, donc... Mathias de Smet, qui est un professeur en psychologie, sociologie, anthropologie à l'université de Gand, je pense, avait expliqué comment finalement on est arrivé à une situation aussi bizarre que celle qu'on a rencontrée avec le Covid. Et il a pu théoriser sur les conditions qui ont amené à être vraiment dans ce qu'on appelle une psychose de masse. Il fallait qu'auparavant, il y ait une anxiété flottante, un sentiment de frustration, une agressivité flottante,
une perte de sens, on en a parlé avec l'école, et une perte du lien social. Et évidemment, si on est dans la compétition et dans l'individualisme, on est évidemment dans cette perte du lien social. Et on reviendra peut-être après, vous verrez qu'il y a un lien entre ce que je dis ici et les idées qui ont germé après pour créer une école qui fasse des choses différemment. Alors, j'ai pas bien fait de choisir du blanc sur le fond là, mais voilà, ce que cette crise Covid a eu comme effet, c'est surtout la gestion de la crise Covid finalement qui a eu un effet important sur les enfants. On s'est rendu compte que les enfants étaient culpabilisés, que bon, si jamais ils ne mettaient pas bien leur masque ou si ils ne respectaient pas bien les mesures, on disait qu'ils allaient tuer papy ou mamie, hein, chose qui était complètement fausse. Hein, finalement, on s'est rendu compte que les enfants non seulement tombaient rarement malades de la Covid ou du Covid, on dit plutôt du Covid, mais qu'en plus ils étaient de très faibles transmetteurs. J'ai même eu un enfant dont le grand-père avait dit que si sa nouvelle compagne tombait malade, étant donné que l'enfant ne mettait pas bien toujours son masque, etc., il le tiendrait pour responsable, et comme c'est un ancien militaire, il avait même dit qu'il le tuerait. Donc, vous voyez que ça mettait les enfants dans un climat d'insécurité et d'anxiété très important. La rupture des liens sociaux, c'est clair que quand on demande aux enfants d'être confinés, qu'on arrête l'école, etc., ça n'est pas bon pour toute cette phase de l'adolescence pour qui c'est vraiment très important d'établir des liens sociaux. L'anxiété, on en a parlé, et puis quand on répète sans cesse à la télévision qu'il y a autant de morts, et puis que évidemment on mélange tous les morts, y compris les morts d'autres maladies ou les accidents de la route qui ont été testés positifs au Covid, on aboutit à un certain nombre, puis finalement on parle de cas, et puis finalement on parle de tests positifs, mais tout ça pour continuer à répandre un narratif de peur, ça a un effet sur les enfants et sur les parents. L'augmentation de la pénibilité scolaire avec des phobies scolaires et la déscolarisation, c'est clair que quand l'enfant doit se soumettre à un tas de règles les plus absurdes les unes que les autres, et que il a affaire à des enseignants qui ont peur eux-mêmes, qui sont eux-mêmes stressés, la pénibilité scolaire se fait sentir, d'autant que les cours ne sont plus bien suivis, parfois c'est en présentiel, parfois c'est en distanciel, il y a des professeurs qui suivent, d'autres qui ne suivent pas. Bref, c'était le chaos. Une chute donc des résultats, une augmentation des assuétudes, notamment pour les écrans, avec des dérives. Hein, derrière les écrans, il y a aussi des gens qui aiment exploiter les enfants en leur proposant des tas de choses. Du harcèlement, l'augmentation des tensions familiales, de l'alcoolisme et de l'isolement, donc des maltraitances. Si un parent était déjà un petit peu sujet à l'alcool, le fait d'être obligé de rester chez lui ou de perdre peut-être son emploi à cause des mesures, ça n'a pas arrangé les choses. Et si il y avait un contexte de maltraitance, vous imaginez bien que les enfants devant rester chez eux étant retirés de l'école, ce contexte de maltraitance ne faisait qu'augmenter. L'augmentation 300% selon une étude des tentatives de suicide d'enfants est de plus en plus précoce. L'augmentation des souffrances psychiatriques, donc ceux qui avaient déjà des phénomènes de psychose, de dépression, de TOC, de TDAH ou d'anxiété, étaient davantage encore sujets à une augmentation de tout ça, avec le stress. Des maltraitances sociales et scolaires sur les enfants, donc leur imposer des masques, des menaces, des restrictions de liberté, des contraintes vaccinales, tout ça, on peut appeler ça des maltraitances. Et un stress post-traumatique qu'on commence de plus en plus à voir, puisque quand on a traumatisé les enfants de cette façon-là, il en reste quelque chose. On peut aussi se dire on n'aurait pas pu faire autrement, c'est comme ça, etc. C'est complètement faux en fait ça, parce que l'OMS avait déjà en 2006
tiré les leçons des précédentes épidémies, comme notamment l'épidémie de grippe espagnole, et avait tiré comme conclusion qu'il ne fallait absolument pas recommencer les confinements, la distanciation sociale, etc., parce que c'était non seulement contre-productif, ça ne servait à rien, mais en plus ça occasionnait des déboires au niveau psychosocial qui étaient bien plus importants. Il y avait de plus une solution qui était proposée par la déclaration de Great Barrington, qui proposait que ce soit juste les personnes qui étaient ciblées, donc qui avaient des problèmes parce que trop âgées, parce qu'avec des comorbidités, puisqu'il s'agit plus d'une syndémie, c'est-à-dire une épidémie qui s'attaquait davantage aux personnes qui étaient sensibles. Et donc en protégeant seulement celles-là, on pouvait avoir de meilleurs résultats qu'en s'en prenant à toute la population. Ceci, c'est de la maltraitance. Laisser les personnes âgées sans visite, voilà. Si on voulait protéger les personnes âgées, il faut connaître un peu le syndrome de glissement. Quand ils sont dans les hôpitaux ou dans des maisons de retraite et qu'ils n'ont plus de visite, ils se laissent mourir. Ceci, c'est de la maltraitance, hein. Faire des tests PCR qui, en plus, sont peut-être pas spécialement les plus appropriés parce qu'ils donnent beaucoup de faux positifs et que ils sont, normalement, un test PCR, c'est fait pour confirmer quand on a une symptomatologie qu'il s'agit bien d'une maladie, mais pas pour faire, et ça l'inventeur du test PCR lui-même le disait, pas pour faire du dépistage. Mais bon, on l'a utilisé pour ça, et l'utiliser jusqu'à aller gratter la membrane cribriforme qui est vraiment à l'arrière du nez et très proche du cerveau, c'était complètement inutile. On aurait pu très bien avoir les mêmes résultats en frottant un peu le fond de la gorge ou le début du nez. Imposer le masque toute la journée à des enfants, il faut savoir que le masque, il y a un effet qu'on appelle l'effet Fögen, c'est-à-dire que quand on n'a pas vraiment une maladie ou qu'on n'a pas un nombre de virions qui est suffisant pour donner une maladie, le fait d'avoir ce masque concentre les microbes en face de la bouche et quand on les re-respire, c'est là qu'on obtient des surinfections. Donc on s'est rendu compte, il y a d'ailleurs une étude qui a synthétisé tout ça dans le Cochrane qui montre que les masques n'avaient aucune utilité, que ça n'a pas fait changer quelque chose dans la transmission au niveau épidémique. Et en fait, avant cette étude au Cochrane, il y avait déjà 167 études qui montraient exactement la même chose. Donc je ne comprends pas bien pourquoi on a tellement insisté, surtout avec les enfants, en sachant qu'ils ne le portent pas vraiment très bien non plus. Et donc l'utilité était tout à fait négative. Ça aussi, c'est de la maltraitance. Surtout quand on voit que, ici c'est un petit échantillon de ce qu'on peut glaner sur Internet, des enfants qui, à 10, 13 ans, 7 ans, font des arrêts cardiaques et décèdent. Vous comprenez qu'à cet âge-là, surtout si ils ne craigneraient pas d'avoir le Covid et d'être atteints par cette maladie gravement, les vacciner et provoquer ce genre de choses, c'est purement criminel. Alors voilà, actuellement, après cet épisode Covid, un deuxième effet sur l'enseignement et sur les enfants, c'est l'apparition de l'EVRAS. Alors l'EVRAS, éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, existait déjà avant. Ça existe, en tout cas officiellement, depuis 2012, mais bon, il y a l'influence là de l'OMS avec un traité concernant la sexualité des enfants qui impose quelque part tout ce qui existe dans l'EVRAS et dans EdSens en France. Donc c'est pas nouveau. Maintenant, ce qui est nouveau, c'est que ça devient obligatoire, alors qu'avant, il y avait 20% des écoles seulement qui l'appliquaient. Et c'est concrétisé dans un guide. Donc ça nous a permis d'avoir de quoi mettre en évidence les dérives, puisque le guide reflète bien quelle est la pensée là derrière.
Alors oui, je reviens sur cette petite image que vous voyez ici. Ceci, c'est un jeu qui existe et qui est destiné aux enfants pour découvrir les VRAS, donc Love, Sex and Fun. Si jamais vous vous procurez le jeu, vous allez voir que, enfin, n'achetez pas nécessairement, parce que vous allez voir que ce qui est proposé est bien une dérive. Alors les VRAS, quand c'est vendu par les politiques, donc nous avons ici, voilà, Madame Désir, qui fait ses exposés, eh bien, ils disent, et ça j'en prends comme référence un article ici de la RTBF, qui essaye de faire du fact-checking, qui s'appelle Feki d'ailleurs. Ils prétendent que seulement 2 heures d'animation en 6e primaire et 4e secondaire, qu'on respecte les enfants et qu'on ne fait que répondre aux questions, que le guide Evras n'est qu'un repère et pas un mode d'emploi, qu'on n'incite pas ni à la pornographie ni au changement de sexe, qu'on ne dit pas qu'il y a une sexualité dès le plus jeune âge, qu'on ne parle pas de masturbation aux enfants de moins de 12-14 ans et qu'on parle surtout de vie affective et relationnelle et pas seulement sexuelle, et qu'on insiste sur la notion de consentement. J'y reviendrai. Alors, en vrai, qu'est-ce que c'est ? C'est un guide de 300 pages, un petit peu plus, qui a été rédigé entre 2018 et 2022 sans l'avis de pédopsychiatre. On se demande d'ailleurs pourquoi. Rédigé comme le sont les socles de compétences, c'est-à-dire en apprentissage, prérequis, savoir, savoir-être et savoir-faire. Donc là aussi, quand on dit que ce n'est pas un mode d'emploi et qu'on le rédige de cette façon-là, c'est un petit peu paradoxal. Ça couvre les âges de 5 à 18 ans. Alors pourquoi dire qu'on ne s'occupe que des 6e primaires et des 4e secondaires alors que le guide reprend les enfants de 5 à 18 ans ? Quand on tape sur la barre de recherche sexe, ça apparaît 1504 fois dans le guide. Affect, par contre, apparaît 269 fois et relation 449 fois. Donc quand la ministre dit on parle surtout de relations affectives et pas trop de sexe, je crois que c'est tout à fait le contraire. Les circulaires 9020 et 9044 indiquent que l'EVRAS sera dispensé en tronc commun, c'est-à-dire à travers tous les cours de la 3e maternelle à la 3e secondaire. Et donc, c'est loin de n'occuper que les 6e primaires et 4e secondaires. Et c'est une obligation. Donc, les parents ne sont pas autorisés à s'opposer à cela. On verra en quoi ça pose problème. Donc les thématiques des apprentissages, là vous voyez très bien que on a apprentissage, prérequis, connaissances, etc. C'est comme ça que ça se présente. Alors, il paraît qu'on ne parle pas de masturbation avant 12-14 ans. On va voir. Ici, on a à 5-8 ans, plaisir et sensations corporelles. Donc, on voit parler des sensations désagréables ou agréables dans son corps, ressentir et exprimer ce qui est agréable, ici je vais le mettre un peu plus grand, agréable et désagréable en fonction de son propre ressenti, des sensations corporelles, etc. Donc on invite bel et bien les enfants de 5 à 8 ans de parler de ce qu'on appelle la masturbation, tout simplement, et donc de les inviter. Et ceci dit, en Suisse, ils sont allés un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'ils font pour les 3e maternelles des classes de masturbation. Donc, alors pourquoi ces apprentissages ? Là, ils le disent bien, ces enfants se procurent du plaisir par l'autostimulation très tôt, vers 2 ans déjà. Et quand vous allez à la référence 50, c'est une référence, je pense, canadienne, qui indique que les enfants ont une sexualité depuis le premier âge. Donc ça, c'est bien une thématique qui vient d'une théorie qui a été avancée par l'Institut Kinsey. Kinsey étant quelqu'un qui a explorer la sexualité des enfants en demandant à des pédophiles et lui-même de les stimuler depuis l'âge de 2 mois. Donc, on n'incite pas à la pornographie, soi-disant. Donc, eh bien là, je vais
proposer, si j'arrive... Je vous demande quels sont les avantages du porno. Et donc, je suis très mal à l'aise avec le débat pour le moment parce qu'en fait, à aucun moment, on a dit ce qu'étaient les animations Evras. Eh bien, allez-y. Tout ce que j'entends Vous êtes là ici, pour ça, hein. ce sont des passages tirés d'un guide. Je vais en parler aussi. Surtout. Les animations Evras qui existent depuis longtemps, C'est ce qui est sur la mais qui table. maintenant... Pour bien vous faire comprendre pourquoi on parle de ça, parce que les gens, ils lisent maintenant de ça, plus en plus votre guide, et ils se disent, c'est quoi ça? Donc ce n'est pas de la désinformation, c'est dans le guide, ce sont des passages faire croire que le mot guide, par ce mot, sont les animations. et donc vous êtes là pour recadrer, C'est ça, le s'il vous plaît. problème. Donc, allez-y. Ça n'est pas du tout discuté. Tout le monde est tout à fait d'accord avec ça. C'est pour ça qu'on vous met devant les problèmes, les passages qui sont controversés pour les gens. Qu'est-ce qui est un problème ou sexuel. Vous avez fait votre point, il est très clair. Mais pourquoi comprendre les avantages et les inconvénients, bien sûr, mais pourquoi les avantages? Et je vous pose la question, Madame Linard, pour vous, et peut-être qu'il y en a, une fois encore, moi je pose des questions très naïves, des questions que les gens se posent. Quels sont, à votre niveau, les avantages de regarder des films pornographiques? Et donc ce n'est pas la question à nouveau. Si un élève... Et pourquoi c'est dedans alors? Pourquoi c'est dans le guide comprendre les avantages et les inconvénients du porno? On a parlé du genre et je voudrais vraiment y revenir. Non, on y revient dans un instant. Oui, mais je vais faire la transition. Mais non, parce qu'on en parlera plus tard. Mais donc il n'y a pas d'avantage au porno, oui, il y en a. Pour vous poser la question. Ce n'est pas la question. La question, c'est est-ce qu'un jeune, à un moment donné, va mettre sur la table... Vous ne répondez pas vraiment sur le fond. Mais bon, on va continuer sur le genre, je vous assure, parce que ça, c'est tout à fait... Ça passionne chacun, mais il y a d'abord une chose importante à faire, Saliba. Donc vous voyez que c'est une excellente politicienne. Elle ne répond pas aux questions et elle arrive à quand même tenir le crachoir pendant... ici, on a un petit peu écourté pour vous éviter d'être traumatisé vous aussi. Donc, voilà, ici on a Boursu qui a fait pour une fois un bon travail de journaliste, qui a vraiment tenu bon dans ses questions. Et je vous invite, si jamais vous avez une rencontre avec les politiciens, à faire comme lui, à tenir bon, à poser les vraies questions, un peu naïvement s'il le faut, mais pour amener à des vraies réponses. Parce que je pense que ceux qui l'ont fait n'ont jamais obtenu les vraies réponses. Et chaque fois qu'on a essayé de parler de ce guide, ça a été comme une communication commerciale, en fait, sans rentrer dans le fond, sans rentrer dans le détail, en vendant un produit sans en démontrer vraiment les caractéristiques essentielles. Alors, on n'incite pas au changement de genre, paraît-il. Eh bien, vous voyez qu'entre 9 et 11 ans, il est indiqué dans ce guide comprendre ce que signifie identité de genre, sexe biologique, expression de genre, etc. Et alors si on reprend, j'espère on verra bien ce qui est écrit ici plus bas. Non, malheureusement. Ils disent clairement qu'on peut... Alors c'est ici en bas, si jamais vous pouvez vous procurer le guide, vous verrez que il s'agit de tous les éléments qui pourraient mettre en place pour une personne transgenre, pour faciliter le fait d'accéder à l'autre genre, donc une attitude, une démarche, un habillement, mais aussi prendre des hormones et éventuellement faire des opérations chirurgicales. Et ils disent que c'est pour une question de confort. Alors, où est-ce qu'ils disent ça? Adopter une attitude respectueuse des personnes. Voilà, confort. Donc, son point de confort. Écoutez, d'abord, c'est pas très confortable de faire j'ai vu des enfants, des jeunes adolescents qui avaient fait la démarche. C'est loin d'être confortable de prendre des bloqueurs de puberté, de prendre des médicaments quotidiennement pour développer les seins, ou de se faire ôter les seins, ou de se faire une opération. D'autant que certains qui ont fait ça précocement se rendent compte qu'ils se sont peut-être trompés quand arrivés à l'âge adulte, leur problème leur état, psychique est toujours problématique, et donc essaye de faire une détransition, ce qui n'est pas simple non plus. Et là aussi, ça fait référence à la théorie du genre, qui est une théorie avancée par John Money, et John Money était aussi un pédophile notoire,
qui a fait des expériences, une expérience notamment désastreuse sur des jumeaux, en faisant croire, avec la complicité des parents, que l'un d'eux, qui s'appelait Brian, s'appelait en fait Brenda, et qu'il fallait l'habiller en fille et lui faire croire qu'il était une fille. Ça s'est très mal passé. À la fin, Brian a découvert, il a voulu faire une détransition, il a essayé de se marier, ça n'a pas marché, et il a fini par se suicider. Et son frère a fait une overdose également, donc c'est vraiment le genre d'expérience traumatisante et c'est un désastre. Mais on a maintenu, malgré que des scientifiques ont montré que cette théorie ne tenait pas la route, certains ont maintenu que la théorie du genre avait sa pertinence et que selon qu'on décidait, même si on était un garçon, de penser qu'on est une fille et de penser en fille, ou quand on est une fille de penser en garçon, eh bien que ça marchait, qu'on pouvait très bien inverser les choses. Il faut savoir que si on est fille, on a tous les chromosomes de toutes les cellules qui se terminent par XX, si c'est un garçon XY, et que ça, c'est pas une opération ou des hormones qui vont changer quelque chose. Donc, cette idée de changer de genre, et alors on voit ça dans la Ligue des familles, l'Institut du planning familial, des petites affichettes qui indiquent qu'il y a un homme là qui a réussi à être enceinte. En fait, il s'agissait d'une femme qui a pris des hormones pour avoir l'air d'un homme, mais qui avait gardé ses organes génitaux féminins et qui a effectivement eu une grossesse. Mais donc, on voit bien qu'on est dans une société où on sent une sorte de perversion comme ça qui s'installe. Et bon, si ça n'intéresse que les adultes, somme toute, il n'y a pas de problème. Je veux dire, moi, d'ailleurs, j'ai aucun souci avec les gens qui changent de genre, ou qui ça les regarde, et je suis tout à fait respectueux pour eux. Mais pourquoi aller mettre ça dans la tête d'enfants qui, à 9 ans, vont entendre que peut-être si on n'est pas confortable dans sa peau, c'est que on n'est pas dans le bon genre, et qui, à l'adolescence, vont peut-être ressentir un mal-être et en tirer les conclusions qu'on leur a mises en tête. Donc là, il y a un réel danger et on le voit puisque il y a une augmentation des demandes de changement de genre depuis 2018-2019. C'est passé à x7. Donc c'est vraiment inquiétant et on se rend compte aussi que si on accompagne ces enfants correctement, quand ils ont ce genre d'idées, par un psychologue, un psychothérapeute, eh bien, arrivé à l'âge adulte, ils ont un petit peu dépassé cette demande et bon, parfois ils sont homosexuels, mais pas forcément en changeant leur apparence et leur identité. Alors là aussi, donc vers 9-11 ans, on a connaître les modèles positifs LGBTQIA+, dans notre société actuelle, en Belgique, dans le monde et à travers l'histoire. Et on remarque qu'il y a cette petite phrase ici, en bas. Donc, il serait aussi opportun de leur présenter des modèles positifs LGBTQIA+, afin de déconstruire les systèmes normatifs dominants et de valoriser les minorités. Donc, il s'agit vraiment bien d'un objectif ici qui est de déconstruire les modèles normatifs dominants. Donc, tout ce qui fait la construction finalement de l'identité, et ça fait partie d'un narcissisme normal de l'enfant, où il se construit comme un petit garçon, comme une petite fille, eh bien, le but de ce genre d'enseignement, c'est de déconstruire. Donc, on peut imaginer les dégâts que ce genre de choses va pouvoir faire. Alors, des témoignages, j'en cite quelques-uns. Une petite fille de 11 ans qui raconte qu'on a fait des séparations entre ceux qui se sentent filles et ceux qui se sentent garçons. Un garçon de 11 ans qui dit qu'à la fin de la séance, ils ont retrouvé les filles et l'animateur leur a demandé d'expliquer aux filles ce que c'était l'érection. En première primaire, ma fille a donc participé sans mon consentement, puisqu'en fait, c'est des choses, les parents ne savent pas qu'il va y avoir ça. Et les enfants non plus, d'ailleurs. Ils sont mis devant le fait accompli. Sans mon consentement, puisque nous n'avons pas été prévenus, à sa première cellule Evras, l'après-midi, même qui a suivi cette intervention, ma fille a subi des attouchements dans les toilettes. Ce lundi 15/5/2023, mon fils est rentré de l'école en me disant qu'un parent d'élève leur avait lu un livre sur la théorie des genres et les enfants ont dû répondre s'ils se sentaient filles ou garçons ou les deux.
Le professeur de mon fils leur a fait visionner un film où un prince et une princesse s'embrassent avec la langue. Et là, on est en 3e maternelle. Le jeudi 25 janvier 2024, c'est un des derniers témoignages que nous avons recueillis avec le groupe Sauvons nos enfants qu'on a créé. Mon fils de 10 ans, donc on n'est pas dans les animations pour la 6e primaire, hein, on est bien dans le socle commun, le tronc commun Evras, a eu une animation Evras sans mon consentement, toujours. Ils étaient en groupe, 4e primaire, le sujet était le cycle féminin. Quand j'ai été le chercher à l'école, il m'a dit qu'il était dégoûté du cours et m'a demandé 2 fois d'effacer cela de sa mémoire. J'ai écourté le témoignage. Dans le témoignage, si vous allez voir dans le site Sauvons nos enfants, on dit ce qu'il y avait dans le cours et le fait que la directrice ne s'en est pas excusée, n'a pas voulu donner le contenu de cours, etc. Donc on est vraiment dans quelque chose de cloisonné et d'assez autoritaire. Est-ce que c'est légal ? J'ai vu ici des gens de Police pour la vérité qui ne me contrediront pas si je mentionne l'article 417.6 du Code pénal qui indique qu'on ne peut pas avoir de consentement avant 16 ans. Donc quand la ministre dit il est beaucoup question de consentement, voilà, l'enfant à qui on amène des sujets comme la pornographie, le changement de genre ou la masturbation depuis très jeune, il est devant le fait accompli et il n'a pas spécialement consenti. Même si quelqu'un de la classe amène le sujet parce qu'il l'a vu, les autres vont être exposés et n'ont pas forcément consenti. L'article 24 indique que la communauté de la Constitution belge, donc dans la hiérarchie des normes, c'est quand même assez haut, organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques et religieuses des parents et des élèves. Donc ça, ce qu'ils font là est clairement illégal et anticonstitutionnel. Si donc vous avez des échos de ce genre-là, sachez que vous auriez une chance, en allant en justice, d'incriminer ce qui se passe. Alors, l'école garantit-elle l'épanouissement et le bien-être des enfants ? On se rend compte que non, et la réponse à ça, c'est qu'il y a énormément de personnes qui se sont dirigées vers l'instruction en famille. Et on voit que ici, vous voyez en 2019 un pic aussi bien pour les primaires que pour les maternelles, un peu moins donc pour les secondaires, mais on peut comprendre que quand l'enfant s'est socialisé et a trouvé un peu ses places, on le change moins facilement. Et puis pour les parents, donner cours à domicile, ça signifie, pour des primaires, c'est encore faisable. Pour des secondaires, il faut quand même qu'ils aient un background en tant que parents. C'est pas si évident. Alors les limitations à l'instruction en famille, c'est la disponibilité des parents. Ils sont pas tous libres pour ça. Les relations parents-enfants, parfois ça se passe mal autour des apprentissages. Quand c'est papa ou maman qui veut faire travailler, c'est moins facile, surtout si l'enfant est tout près de sa PlayStation, de le faire obéir. C'est plus simple quand ils sont devant un professeur. La sociabilisation, ça c'est un problème aussi. Il y a beaucoup d'enfants qui, du coup, se sont retrouvés un peu éloignés de leurs copains et copines. Qualification pédagogique des parents, forcément, donc on en parlait tout à l'heure. La fratrie, si un seul des enfants de la fratrie est retiré et pas les autres, voilà, ça pose problème. Et s'il y en a beaucoup pour les parents, c'est un problème aussi. Et les séparations. Ça, forcément, si un parent est divorcé, séparé, demander ou proposer de retirer l'enfant de l'école, il faut que ça soit suivi et accepté par l'autre parent. Alors, repenser l'enseignement au regard de ce que les crises nous ont enseigné. C'est ce qu'on avait déjà commencé à faire avec un petit groupe d'enseignants, c'est penser l'enseignement, avant même la crise Covid. Donc il y a à peu près 5 ans que je m'étais attelé à la tâche et nous avions essayé d'élaborer finalement comment changer de paradigme. Et les crises nous ont davantage encore donné raison en
montrant bien que c'était ce genre de choses qu'il fallait faire. Et donc maintenant, on est un peu plus loin, on est dans la phase où on pourrait s'implanter quelque part. Alors, l'idée, c'est de passer de la perte de sens à des activités qui sont centrées sur l'autonomie. Donc, l'enfant va trouver, à travers ces activités, quelque chose qui va lui permettre, de façon très concrète, d'être efficace dans sa vie et autonome. La soumission à l'autorité, on y remédie en proposant une école qui est démocratique. Vous verrez que donc il y a une réunion par semaine où il y a la possibilité pour les parents, pour les enfants et pour les enseignants ou accompagnants de critiquer le système, de proposer des choses nouvelles et d'être entendus et si c'est le cas, de mettre en place des choses nouvelles. Donc c'est un modèle qui est voué à évoluer. Le formatage peut être remplacé par la liberté d'expression et l'esprit critique, l'individualisme par le fait de construire les choses ensemble, la déshumanisation par un système qui va mettre en valeur la communication et les liens, le stress par un système qui va permettre de respecter les rythmes. Si des enfants ont plus un rythme de l'après-midi, eh bien les cours sont disponibles toute la journée, donc il y a des choses à faire le matin et l'après-midi. Donc si, plutôt que d'avoir un enfant qui va dormir sur un banc parce qu'on l'a réveillé trop tôt, on aura un enfant qui sera un petit peu plus dispo. Il est évident que les parents doivent aussi être capables de cette souplesse-là, mais c'est en tout cas une ouverture. Et la bienveillance, évidemment, est au rendez-vous. Et au lieu de sanctionner les erreurs, eh bien, on va être dans un système qui valorise les essais. Donc il est normal de se tromper, c'est même pour ça qu'on va à l'école, c'est parce qu'on ne sait pas les choses, donc forcément on va se tromper, et donc ne pas être dans la sanction si jamais ça arrive. Alors le concept intégratif, j'ai essayé de le synthétiser dans une petite phrase. Imaginez un grand terrain vert, boisé, en permaculture, avec des animaux, poules, lapins, canards. Ici, en l'occurrence, il y a même des chevaux, là, et un lama aussi, à l'endroit où on a regardé pour le mettre. Donc, des enfants de tous âges, libres d'explorer l'environnement, encadrés par des adultes aimants, calmes, bienveillants et pédagogues. Des ateliers basés sur l'autonomie, cuisine, bricolage, expression artistique, pratiques sportives, centre de culture et information, jardinage, espace de concertation, où l'on apprend l'empathie, la bienveillance, la tolérance, la méditation, la communication non violente, des notions de psychologie, le fonctionnement démocratique, l'esprit critique, la santé, le respect et la compréhension de l'environnement humain, sociétal, naturel, à travers toutes les activités. Là, on est vraiment dans le socle commun. Et je peux vous dire qu'il y a matière, hein, donc c'est pas des cours de rien. Alors, les adultes, parfois, les parents sont évidemment bienvenus et impliqués en toute transparence, et les accompagnants pédagogues sont choisis surtout en fonction de leurs aptitudes relationnelles positives avec les enfants. On insiste beaucoup sur le fait que l'effet Pygmalion est essentiel. Un adulte qui a cette connexion-là avec les enfants, même dans un système pédagogique qui n'est pas bon, va faire des merveilles. Et à l'inverse, un système pédagogique qui est bien pensé, mais avec un adulte qui n'aime pas les enfants ou qui n'est pas aimé par les enfants, risque de tout faire foirer. Alors, il devrait y avoir 2 adultes, ça c'est à voir aussi en fonction des enfants qu'on a aussi, mais pour 10-15 enfants environ. La valorisation, le droit à l'erreur et l'ouverture aux différences dans les approches, les manières d'apprendre, de comprendre et de résoudre guident l'accompagnement, et les accompagnants définissent pour chaque enfant un projet pédagogique individuel, 3 fois par an, et le proposent aux parents et aux enfants en fonction de l'avancée de l'évolution des enfants. Les ateliers, ils sont basés sur l'autonomie, le jardin, la cuisine, le bricolage, l'expression artistique, on en a déjà parlé. Ils redonnent du sens aux apprentissages. Les apprentissages se font de manière transversale. On peut très bien apprendre le français si on fait de l'expression artistique dans des pièces de théâtre ou des chansons, ou à travers les recettes de cuisine si on fait de la cuisine. Les maths, pareil. Les sciences, quand on répare une machine à café, on apprend, je pense, beaucoup mieux les notions d'électricité qu'en copiant bêtement la formule U égale RI. L'histoire, la géo, tout ça peut être transmis à travers les ateliers en suivant l'intérêt des enfants.
Ils sont adaptés au niveau évolutif et au rythme de chaque enfant, et ils sont multi-âges. Il n'y a pas de redoublement, et donc il n'y a pas de stress. Parce que ça, le redoublement, c'est un stress constant dans le système actuel. Donc ici, on voit des images des différents ateliers possibles. La nature, la permaculture et les animaux, ça je ne vais pas trop insister, mais c'est clair que évoluer dans un milieu naturel, c'est vraiment un plaisir pour les enfants, et ils apprennent énormément comme ça. Les compétences psychosociales, on en a parlé, l'empathie, la communication non violente, etc. Tout ça, c'est la tolérance, la bienveillance. Là aussi, la tolérance, moi, j'ai rien contre le fait qu'on parle des changements de genre, etc. à l'occasion, mais en faire vraiment une thématique essentielle. Je pense que si on parle de la tolérance, on peut en parler d'une façon assez générale, et pourquoi pas parler des trisomies, des handicaps, des autismes, voilà, des personnes qui ont des difficultés sociales et autres, et pas forcément uniquement les LGBTQIA+. Donc, concrètement, pour les enfants, les ateliers sont accessibles donc toute la journée. L'enfant choisit, peut commencer à 1 heure qui correspond à son rythme biologique. Après une courte période d'essai, quand un enfant choisit un atelier, il s'y engage pour une durée de 3 mois. Il choisit 3 ateliers minimum, dont l'atelier support, surtout parce qu'il y a un atelier où si l'enfant ne sait pas lire et pas écrire, forcément il va avoir beaucoup de mal. Donc il y a quand même un support aux apprentissages qui est prévu. Il peut proposer un atelier nouveau et discuter le projet. Il peut amener ses suggestions lors d'une réunion de concertation qui a lieu 1 fois par semaine. Le programme est évolutif sur le modèle de recherche-action. Les accompagnants adultes développent une image individualisée de chaque enfant et lui proposent des challenges personnalisés en vue de lui permettre d'évoluer. Ainsi, s'il est prêt à passer une étape comme le CEB, le C1D, CESS, on lui propose de l'aider à la réaliser. Les enfants peuvent se proposer d'être des aides pour les autres enfants concernant une compétence acquise. Les matières sont abordées transversalement à travers chaque activité, le calcul, la lecture, etc. Donc on en a parlé également. Il y a une charte, évidemment, parce que c'est clair qu'il faut quand même un certain cadre, et on ne peut pas non plus laisser les enfants croire qu'on peut tout faire, même si le modèle est un modèle démocratique. Donc les enfants et adultes s'y engagent. Le but est de respecter chacun, l'environnement, et donc le financement, maintenant, ça c'est souvent le gros problème. Ça dépendra de l'endroit où c'est fait. Ici, on a un endroit qui pourrait apparaître à Sombref, dans une vieille ferme, qui est occupée par justement une enseignante qui s'est retirée et qui est très heureuse à l'idée de savoir que le projet peut naître à cet endroit-là. Il y a des enseignants qui se sont également retirés et qui sont prêts à donner de leur temps bénévolement. Donc là, au niveau financement, on fait des économies, si bien que finalement, peut-être qu'on n'aura plus que le chauffage, l'eau et l'électricité et des choses un peu basiques. Et donc, on peut réduire le Minerval très fort. À d'autres endroits, peut-être qu'on aura à payer un loyer et des choses comme ça. Donc, on adapte en fonction des revenus aussi ces questions de Minerval et de ce qu'on peut mettre en place. Si par exemple il y a un Repair Café et que la personne qui va montrer aux enfants comment on répare les objets peut aussi rendre des services à la collectivité locale et se faire payer pour ça, il est possible qu'on en tire un certain bénéfice. Il est possible aussi qu'il y ait des entreprises locales qui parrainent l'un ou l'autre enfant qui serait en difficulté, et en échange, on ferait un peu la publicité sur le site web, lors des animations, lors des fancy fairs, etc. Donc il y a des systèmes comme ceux-là qui peuvent se mettre en place. Évidemment, si vous connaissez des gens qui peuvent faire des dons, on est très, très heureux de pouvoir accueillir ces gens. Et c'est via une société qui s'appelle Med for Health que, avec le compte ici que vous voyez, qu'on peut éventuellement verser quelque chose qui permettrait de soutenir le projet si vous êtes toutefois convaincu que c'est un projet à soutenir. Merci en tout cas de m'avoir écouté jusque maintenant.